Bonjour Maya. Bonjour, bonjour. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es chroniqueuse, experte en sexualité sur le GQ et Le Monde, entre autres. Et si je t'interviewe aujourd'hui, c'est parce que tu viens de sortir un livre sur l'art du célibat. Voilà, parce que j'en ai un peu de promo. Moi, je le montre. Et en fait, pour tout avouer, quand on a reçu le communiqué de presse par mail, enfin surtout moi, c'est moi qui ouvre les mails, j'avais un peu peur que ce soit trop cliché sur le célibat et qu'on finisse par me dire à la fin le couple c'est génial, en fait vous allez faire un peu de célibat mais vous finirez forcément en couple. En fait pas du tout. Tout le long du livre... De toute façon, même si on est en couple, on meurt seul. Donc à la fin, de toute façon, nous finirons tous célibataires. Voilà. Et surtout ce qui est bien, c'est que ça nous permet de vivre bien le célibat si on suit tout ce que tu racontes. Mais moi j'ai une première question, quelque chose qui m'a interpellée quand j'ai reçu le mail du communiqué de presse. C'est qu'en fait dans ta bio, ils disent, enfin la personne qui a écrit ta bio, que tu es l'auteur de nombreux livres sur le couple, le sexe et la loose. Oui, c'est-à-dire qu'en fait là il y a une espèce de trajectoire quand même, c'est-à-dire tu as le couple qui fornique, ensuite c'est la loose et du coup à la fin tu as le célibat. Ah ouais, parce que du coup on aurait tendance à mettre le célibat dans la loose, si on regarde un peu en détail. Ou alors comme un rebond après la loose du couple. Ok, donc c'était un élément manquant, mais il est dans le livre, donc c'est oui. Et du coup, moi je vais commencer par... En fait, je regarde souvent mes stats parce que c'est très drôle, je pense que tu dois savoir ce que c'est vu que tu as tenu un blog et que tu écris souvent sur le net. Il y a des requêtes Google qui sont assez originales. Et il y en a, j'ai essayé de chercher un peu tout seul en rapport avec le célibat que je pouvais avoir depuis 10 ans. Et donc il y en a une, c'est apprendre à être célibataire. Ah bah voilà, oui. Et voilà, oui. Il y a beaucoup de monde, et j'ai regardé j'ai même fait sur 5 ans, et il y a beaucoup de requêtes sur apprendre à être célibataire. Je n'ai pas l'impression que ça s'apprenne, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se vit. Mais en fait, c'est bien possible que ça doive s'apprendre effectivement, parce que l'injonction à l'amour, elle est tellement forte que vivre soi-même, c'est plutôt plus facile que vivre à deux, effectivement. Mais par contre, arriver à accepter qu'on soit célibataire, arriver à ignorer que la seule image du bonheur qu'on nous donne aujourd'hui, c'est le bonheur de couple, c'est l'amour, et que finalement, en dehors de ça, il n'y a pas de salut possible. Parce que, enfin vraiment, il y a encore... allez, peut-être, disons, avant mai 68, le bonheur, c'était pas forcément ça. Ça pouvait effectivement être, mettons, peut-être plus la famille que le couple, puisque les femmes étaient plutôt les mères des enfants que des personnes à part entière. Je pense que le respect dans le travail, les accomplissements personnels, l'amitié, je sais pas, la bonne bouffe, ça c'était le bonheur. C'était aussi l'intellect, par exemple, ou les voyages. Et je trouve que quand on regarde les films américains, quand on lit la littérature romantique ou la littérature en général, quand on écoute de la musique, il n'y a plus qu'un seul type de bonheur possible, qui est d'avoir le bonheur dans le cocon du couple, vivre ensemble. Et quand on dit, mais peut-être que moi, le plus grand rêve de ma vie, c'est pas de tomber amoureuse, c'est de gagner le prix Nobel de la paix, et que cette option-là n'est plus valide. Et j'en ai parlé avec un copain à moi qui est mathématicien à très haut niveau à Shanghai, qui disait je le fais en Chine pour former des étudiants, parce que c'est impossible d'expliquer à un jeune français aujourd'hui qu'une vie de scientifique, c'est beaucoup de frustration pour arriver à la fin, des fois, à résoudre une équation compliquée. Mais que c'est incroyablement satisfaisant. Et eux, ils se disent, mais pourquoi accepter tant de frustration quand finalement le rêve de ma vie, c'est juste d'être heureux de la manière la plus simple possible. Et effectivement, le bonheur un peu pour tout le monde, c'est le couple. Donc c'est plus facile, c'est un truc de flemmasse en fait. Parce qu'en fait, là je lisais encore une étude qui disait que 70% des célibataires voulaient être en couple. Oui. Et donc du coup, c'est la société qui nous impose cette norme. Absolument, absolument, parce qu'il y a 1000 autres manières de vivre sa vie, mais on n'en parle jamais. C'est une espèce de boucle vicieuse. Je pense qu'on n'est pas encore au bout du truc. Mais justement, alors j'ai lu dans le livre et aussi je t'ai vu intervenir cette semaine à une avant-première ciné sur un film à propos des ex. Oui. Et en fait, tu parlais des livres de développement personnel. Oui. Et donc du coup, moi, t'as l'air d'être un peu contre tout ça, mais est-ce que ce serait pas un bon moyen aussi d'arriver à son bonheur personnel sans être en couple en fait? D'atteindre le bonheur? Ça peut le faire, c'est-à-dire que les gens qui défendent le couple comme unique manière de réussir sa vie sont déjà assez premier degré comme ça. Du coup, les livres de développement personnel, souvent, c'est effectivement assez premier degré. Et moi, j'avais vraiment besoin de faire un truc rigolo. Parce que si c'est pour écrire
bah, les fameux, oui, aime-toi, la vie t'aimera. Les 4 accords de Toltec. Ouais, tous ces trucs-là. Ou alors, en fait, il faudrait réinventer le développement personnel pour qu'il soit un peu moins donneur de leçons, notamment. Parce que ici, le but, c'est effectivement que, puisque les gens aient le choix, moi, ça ne m'intéresse pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Et le développement personnel, c'est exactement ça. C'est, quel que soit ton problème, je vais t'aider. Et ensuite, moi, des fois, j'en ai lu qui étaient... bon, j'en ai lu un dans ma vie. Lequel? C'était The Happiness Project de Gretchen Rubin. Je connais pas. Et c'était bon, c'était un moment dans ma vie où j'allais pas trop bien. Et ça t'a pas aidé du tout? Je crois que j'en ai gardé juste un ou deux trucs sur quand même un gros livre. En fait, à la base, je voulais écrire un livre sur le bonheur en général. Toutes les formes possibles de bonheur. Donc bon, ça a été fait 10 000 fois, mais je voulais le faire de manière scientifique, c'est-à-dire tu prends 52 recettes finalement du bonheur tel que tu peux en trouver partout, comme ouvrir son cœur à un enfant, aller au zoo, des trucs comme ça. Tu le fais pendant une semaine et bah, tu vois ce qui s'est passé au bout d'une semaine. Donc pendant 1 an, j'aurais soumis mon corps et mon esprit à toutes les recettes du bonheur pour voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et Gretchen Rubin aux États-Unis, en fait, elle faisait exactement ça. Et elle en a sorti un livre que j'ai trouvé intéressant. Mais ensuite, bon, on est forcément différentes. Et elle, c'est une contrôle fric. Et du coup, la plupart de ses conseils sont pas du tout adaptés. Là, je sors d'un déjeuner. C'était un buffet. J'ai mangé 10 desserts d'affilée, car j'aime le sucre. Un peu trop, manifestement. Et elle a dit, comme règle pour être heureuse, pas plus d'une bouchée de dessert, parce que c'est déjà 50 calories et c'est énorme. Ah oui. Donc là, forcément, mais parce que elle, ça la rend sincèrement heureuse de, je pense, contrôler son alimentation et de surtout pas prendre un gramme, quoi. Alors que moi, ça me rend plus heureuse de bouffer des 10 gâteaux s'il y en a 10. Vraiment, sincèrement. Après, c'est vrai que quand on regarde toutes les choses, tous les livres, toutes les je sais pas comment, les religions, si on peut dire des religions sans parler de Dieu, on nous parle d'arrêter de manger du sucre pendant 1 an. Il y a des livres où une femme, elle a fait ça. On nous dit d'arrêter telle chose. Au bout d'un moment, en fait, si on écoute tout, on fait plus rien. Donc effectivement, dans les livres de développement personnel, des fois, ça peut être... moi, j'en lis beaucoup en ce moment parce que je veux donner mon avis et aussi partager. Et quand même des passages, comme tu dis, tu retiens au moins 2-3 choses à chaque fois. Donc je me dis, c'est toujours ça de prix pour quelqu'un qui est un peu perdu. Moi, j'ai gardé faire son lit le matin. Je l'avais déjà entendu et faire son lit le matin, c'est génial. En plus, quand tu rentres le soir, là, je suis en France, donc je fais des journées interminables. Avoir le lit qui est fait et pas s'écrouler dans une masse de couettes difformes parce qu'on est ivre-mort, c'est bien. Et l'autre chose, c'est les jours sont longs, les années sont courtes. Et effectivement, c'est très très très. Je me fais absolument un devoir tous les jours de ma vie, sauf si vraiment je suis malade et que je peux pas sortir du lit, me soumettre à mon devoir d'être un être humain, enfin de vraiment vivre la journée. C'est-à-dire que bon, c'est difficile d'être incroyablement présent au monde. Un peu comme le pouvoir du moment présent. Voilà, à un moment, je prends 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la journée, je vais marcher, ou je vais faire une expo, ou je vais me faire un resto, quitte à le faire toute seule si j'ai personne sous la main, et prendre un moment qui est là, en ce moment, je fais vraiment ce dont j'ai envie, et je regarde ce qui se passe autour de moi. Là, bon, je vis avec quelqu'un qui est très oiseau de nuit, donc du coup, ça perturbe mon rythme qui est plutôt de me lever à 5 heures du matin. Et quelque chose comme tous les jours, normalement pour moi, se lever en même temps que le soleil, ça j'estime que c'est une sorte de devoir d'être humain, voir quelques aubes quand même dans l'année. Et pour moi, en voir autant que possible, par exemple. Mais je pense qu'on n'est pas vraiment hors sujet parce que dans le livre, à plusieurs reprises, où je l'ai lu au moins une fois en tout cas, et puis je pense que c'est vrai, quand on est célibataire, on se recentre sur soi et c'est important de s'écouter et c'est des genres de choses qu'on ferait peut-être pas naturellement en couple. On pense à l'autre, on fonctionne en fonction de l'autre aussi beaucoup. Et je trouve que voilà, quand on est célibataire, alors certains diront que c'est de l'égoïsme, moi je suis pas d'accord, je pense qu'on recentre bien les choses comme il faut sur soi. Et voilà, donc je pense qu'on n'est pas hors sujet du tout, au contraire. Que l'amour tel qu'on le présente aujourd'hui, surtout quand on est une femme, c'est toujours un amour un peu sacrificiel, c'est « oh, je vais lui faire plaisir ». Et moi je suis comme ça, mon mec l'est aussi. Donc ça arrive effectivement qu'on soit tous les deux en train de dire « non mais tu voudrais manger quoi ce soir ? Non mais on regarde quel film ?» Donc on est tous les deux un petit peu en train de dire non mais toi prends la décision, tu vois quand même t'as une journée difficile, c'est toi qui choisis, et à la fin on ne fait rien.
Parce qu'on se concentre tellement sur ce que l'autre voudrait qu'en fait, à la fin, personne n'a ce qu'il veut. D'ailleurs, t'en parles à un moment dans le livre. Oui, et qu'à un moment, tu prends le plus petit dénominateur commun et tu n'as rien. Comme pour l'exemple des vacances. Oui, voilà. Oui. Ah ouais. Comme, si on va au cinéma, lui, il voudra toujours regarder Star Wars. Et moi, je voudrais toujours regarder un film tchèque en noir et blanc. Et à la fin, on regarde une comédie romantique parce que c'est le seul truc qui nous intéresse tous les deux en même temps. Alors qu'en vrai, on aurait dû chacun aller faire une séance différente et se raconter le film qui nous plaisait après en buvant un coup. Et alors du coup, on en revient à une célibataire qui était justement un peu victime de ces... et c'est là le nom du blog qui est inspiré de la plus célèbre des célibataires. Toi aujourd'hui, sachant qu'en plus il y a le volume 3 qui sort cette année, Bridget Jones, t'en penses quoi? Ah mais c'est vrai qu'il y a un film qui va ressortir. Ah ouais, il y a le 3 là qui sort avec Patrick Dempsey. Et il y a eu un livre aussi du coup? Oui, mais apparemment le scénario du film n'est pas du tout adapté, ils ont complètement modifié la fin. Même, ils ont joué plusieurs fins les acteurs, pour qu'ils puissent pas spoiler la fin. Donc en fait, on sait juste qu'elle va être maman, comme dans le livre, et voilà. Et qu'elle va rencontrer un richissime milliardaire, Patrick Dempsey. Voilà, mais sinon, on ne sait pas plus que ça. C'est horrible, c'est complètement déprimant ce que tu me racontes. Ah oui, en fait, c'est bien, on est dans le retour aux années 50, c'est-à-dire que c'est l'homme qui pourvoit aux besoins de la femme, et puis elle qui est la peut-être pas, peut-être qu'elle va être charmée un peu à la 50, aux 50 nuances degrés. C'est-à-dire que si le mec il est milliardaire, c'est un peu facile d'être charmé, quoi. Mais voilà. ensuite, elle a toujours cette idée que, de Cendrillon, une femme parfaitement banale, telle que les héroïnes de Twilight et de 50 Shades of Grey, pour une raison qui n'est absolument jamais précisée, un homme richissime et magnifique va tomber fou amoureux d'elle, alors qu'elles n'ont absolument rien à mettre dans la balance et pas beaucoup de personnalité. Enfin, Bridget Jones, elle est très drôle, mais bon, c'est pas une flèche non plus. Non. Du coup, c'est un peu... je pense qu'il y a une écervelée. Mais je pense qu'il y a un côté rassurant pour les femmes quand elles voient une célibataire comme ça dans un. Elles se disent, moi je suis pas pire qu'elle, quoi, donc ça va. C'est complètement aspirationnel et ça marche aussi pour les mecs où il y a absolument aucun filtre de leak comme ça, où effectivement le mec le plus moche d'une soirée va avoir aucune hésitation à tenter d'aller choper la plus belle fille du monde, sachant que ses chances sont réduites. Et il y a aussi ce truc pour les hommes de même si je suis vieux, laid, aigri, malade, tout ce qui est déplaisant dans la société actuelle, et il y a quand même une top modèle qui va tomber amoureuse de moi. Et voilà, donc pour eux c'est la blonde à gros seins, et pour nous c'est le milliardaire. Et donc là moi je vais te demander si tu avais un livre, un film sur le célibat, qui parle le milieu du célibat, voilà. Je vais faire les premières choses qui me passent par l'esprit, donc ce ne sera pas forcément les plus pertinentes. En livre, Kitchen de Banana Yoshimoto, c'est traduit en français, c'est sorti peut-être il y a 10-15 ans. C'est l'histoire, je crois que c'est 3 nouvelles, avec des japonaises, et à un moment il y a quand même une scène de masturbation avec un aspirateur. Ah oui. Et comme l'héroïne se sent un peu seule, elle aime dormir roulée en boule contre son frigo, parce que les vibrations du frigo et les petits bruits la rassurent complètement. Donc c'est très mignon, en fait, comme une version très délicate du célibat. Comme film, là je suis en train de penser à Jurassic World, parce que si mon mec me traîne encore une fois voir une connerie comme ça, on va être célibataires tous les deux. Mais c'est pas vraiment un film qui parle du célibat. Non, pas du tout, mais c'est le genre de film où, tu vois, où je les regarde. Je déteste mon mec. Non, mais je vais trouver sur les célibats Chunky Express de Wong Kar-wai. Ouais. Putain, je te sors que des trucs complètement tirés par les cheveux. Non, mais c'est très bien, parce que moi je les connais pas, donc je vais aller voir. Il a un peu vieilli à l'époque, Wong Kar-wai, avec son esthétique un peu futuriste, enfin qui est incroyablement dépassée. Il est très à la mode, et c'est des histoires de célibataires qui se croisent, et il y a une scène qui m'a beaucoup plu où c'est un mec qui s'est fait plaquer. Et le jour où il s'est fait plaquer, il a acheté des boîtes d'ananas qui périmaient, je crois, pour la date anniversaire de la rupture, quelque chose comme ça. Et tous les jours, il mange des ananas en boîte pour se rappeler qu'il a été quitté et qu'il est tout seul. Waouh. Ah oui. Voilà. Ah mais ça donne envie.